Bon, merci d'être nombreux aussi bien en salle que sur Facebook. Je serai beaucoup plus dense dans les messages, donc il n'y a pas forcément le temps pour beaucoup de questions. Par contre, la projection que je vous fais là sera disponible tantôt à l'issue de la présentation par un lien qui sera publié sur la dernière slide. Et l'objectif, c'est aussi de vous fournir de la documentation et des liens qui permettent de retrouver du matériel ou des idées et des références au-delà de ma présentation, qui est déjà une reconstitution, enfin un support qui a été utilisé où on avait beaucoup plus de temps et on va rentrer dans le timing. Donc vous m'excusez si c'est peut-être un peu rapide dans certains sujets. En tout cas, la première partie qui a été faite par David va me permettre d'aller certainement plus vite. Je suis F1 UI en 2012, 2013, puis F5 UI. Je fais partie des radioamateurs du Haut-Rhin. Je suis actuellement le président de l'association. Et je suis aussi équipier, pour ceux qui me connaissent sous d'autres fréquents, j'allais dire, de la team CQ Worldwide de FY5E. Donc vous voyez une partie de l'installation en vue aérienne. J'aimerais aussi parler et présenter une photo de. Alors vous pouvez me trouver effectivement sur les réseaux sociaux, F5UI sur Twitter exclusivement, pas sur Facebook. Et le hashtag qu'on leur retrouve pour trouver de l'information, je trouve ça intéressant. C'est une autre façon d'échanger autour de la communauté et sur des sujets comme QO100, le satellite radioamateur. Jean-Pierre, FN5 à HO, était président de nombreuses années et c'est lui qui en 2016 nous a initié à la première démarche et sur le projet avant même que finalement il soit lancé, que le satellite ne soit lancé. Sur ce sujet-là, il a été ça a été très intéressant. Malheureusement, Jean-Pierre n'a jamais pu émettre ses signaux. J'ai racheté ses équipements et j'ai été content de pouvoir faire mes premiers signaux avec ces équipements à l'ouverture du satellite en février. Le satellite QE100, voilà le sommaire. Le projet en lui-même, rapidement. Les caractéristiques, la couverture vous a déjà été présentée, les fréquences également. La mise en œuvre pour la partie pointage et bilan de liaison. Pour une deuxième partie, là aussi je vais aller un peu plus vite je pense. Et ensuite on va rentrer dans un peu la partie trafic. Alors en SSB et dans d'autres modes, on verra que c'est très proche. Tout ça c'est principalement le support QO100 qui nous permet beaucoup de choses. Aussi bien en réception qu'en émission, je parlerai plus peut-être bien de l'émission. Et la partie DATV, où je suis QRV effectivement aussi en DATV en émission maintenant depuis 5 semaines uniquement. J'aime bien parler quand je connais et je suis content de savoir d'avoir réussi à passer le cap là. Donc le satellite QO100, il a été ces 3 tonnes qui ont été lancées en novembre, 15 kW de batterie, 35 transpondeurs, dont 2 transpondeurs, ou plus 2, pardon, transpondeurs dédiés aux radioamateurs. C'est quand même assez remarquable en termes de possibilités, ces satellites. On le voit ici tourner autour de la Terre, les géostationnaires. Donc effectivement, il évolue à la même vitesse que à la même vitesse que la rotation de la Terre et nous permet donc de bénéficier de la visibilité stable dans le ciel. Je vais me passer de ça. Donc c'est bien la compagnie SLSat qui est propriétaire globalement du satellite et c'est la collaboration de Qataramsat DL qui a permis en 2012 de lancer ce superbe projet et c'est donc un satellite construit par Mitsubishi Electronic Japan, le Japon qui l'a construit. La couverture du satellite, c'est sa couverture pour la partie commerciale. On verra que la couverture radioamateur est bien sûr plus large. Il est situé à 25 degrés 8 à l'est, au-dessus de l'Afrique, et couvre effectivement cette grande plage, un tiers du globe, et donc permet de faire des contacts depuis entre Kourou, on va dire, et Singapour. Globalement, il y a donc 2 antennes finalement. Il y a une antenne de descente 10 gigas qui est installée une puissance de 100 watts. C'est une antenne à cornet. Alors c'est une photo d'illustration, un cornet simplement. Situé donc à cette altitude-là, 35 786 km, et donc une ouverture de 17 degrés pour une ouverture de moins 3 dB à 17 degrés 4. Le cône de montée est identique, c'est aussi, c'est dans le même principe, c'est un cornet, et là on attend une polarisation circulaire droite. Au sol, il y a 2 stations, celle de Doha qui a une parabole de 2,40 m
et à Borum également 2,40 m, 3 mètres pardon, et 2,50 m sur 10 gigas et 3 mètres sur 2 gigas 4. C'est la station de Borum qui gère actuellement Leila, qu'on va voir ici. Leila, c'est donc ce système qui s'appelle Leistung Limit Anzeige, donc indicateur de surpuissance. C'est lui qui génère depuis le sol les deux balises et qui est capable, effectivement, comme l'a dit, par un analyseur de spectre, de positionner une émission de tonalité supplémentaire depuis la station sol sur les signaux trop forts. Pour la mise en œuvre, on a effectivement des ressources qui sont celles d'Internet qui permettent de pointer le satellite au bon endroit. Dans la carte de droite, c'est une carte qu'a proposée F4DAV pour ceux qui sont très mobiles et qui montrent un maillage entre les trois coordonnées, azimut, élévation et angle de skew, je pense. Ici à Holsheim, on a passé une parabole, alors elle n'est pas devant mais elle est derrière. On pouvait la retrouver sur le stand de REF67, REF68, où on a la réception des signaux SSB. Une parabole de 80 cm a été positionnée tout à l'heure. Donc un autre site qui vous permet de faire le pointage. Et si on simule effectivement des positions comme à Holsheim, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc ce que vous avez déjà entendu, à Kourou en Guyane, c'est à peu près la limite technique possible d'accès au satellite, puisque là on est à 2,8 je crois degrés, ce qui veut dire qu'au-dessus de l'horizon il faut vraiment avoir une vue dégagée. L'angle de skew, là c'est pareil, je vous invite à éventuellement avoir une explication très pragmatique qui a été proposée par Jean-Pierre lorsqu'il a fait une présentation dans le 74 auprès de F8KCF. Et une autre possibilité, c'est de rechercher les signaux qui sont également envoyés par le satellite, qui ne sont pas sur la bande amateur, mais si on pointe sur cette balise-là, vous devrez trouver un signal qui est une porteuse balise du satellite. Globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir pour effectivement monter, on va dire simplement sur le satellite, une parabole d'1,20 m, 1 watt, ça nous donne un peu moins que ça. Là, on est à 2,5 watts. À droite, on a la balise. Alors, c'est pas tout à fait réglo parce qu'on est un peu proche là. On a parlé des 5 kg. Mais on arrive à ça. On reparlera ensuite de la parade. Là, on peut retenir ça comme étant un signal qui correspond à un maximum de signal à atteindre. On en reparle plus tard. Ça dépend aussi du gain de l'antenne, son éclairement, etc. Donc, pour la partie trafiquée, effectivement, en SSB, dans les autres modes, on va dire bande étroite. Pour la partie qui nous concerne. Et d'abord un petit rappel de ce qu'est la réglementation dans la base de cette bande 2300 à 2450. Nous sommes titulaires à titre secondaire. Ça veut dire qu'effectivement, je vous laisserai lire le détail sur le slide, mais on n'est pas soumis, on n'est pas pris, on est seul utilisateur et qu'on doit se prémunir de toute gêne à d'autres services. De quel service on parle ? Principalement effectivement des services grand public. Grand public, ça veut dire que potentiellement ils sont très utilisés et donc peuvent effectivement être des cas de figure qui peuvent se présenter. Effectivement, quand on regarde la bande 2400-2496 et la bande Wi-Fi qui nous permet aujourd'hui quasiment tous d'utiliser des liaisons Internet Ethernet en sans fil. C'est notamment le cas du canal 1 et 2 qui se trouvent symbolisés ici, et qui en fait sont réellement débutants à une fréquence correspondante à une montée DATV. Ça ne veut pas dire que quand vous faites de la SSV, vous n'êtes pas confronté à des potentiels problèmes, si évidemment vous n'êtes pas avec un signal propre, puisque je rappelle qu'il peut y avoir de l'harmonique et des harmoniques dont on ne maîtrise pas toujours leur fréquence ou leur puissance. Donc il faudra faire attention à ces aspects-là. Autre utilisateur ou autre service qui utilise cette bande de fréquence, c'est le Bluetooth. Donc ça fait partie, entre autres, des utilisateurs qui peuvent être gênés. Donc attention, la réglementation est claire. Sur la limite de fréquence maximale possible de sortie d'émetteur, c'est 120 watts, 50,8 dBm. Et ça donc peut être bien sûr, et ce sera fortement multiplié en fonction du gain de votre antenne. Là, on parlera ensuite de puissance rayonnée.
Deuxième point, il y a une cadre, votre licence effectivement est liée à un cadre réglementaire qui vous demande de déclarer votre installation et notamment la puissance apparente rayonnée. Donc là, on est sur 2 Go 4, on est en UHF. Et donc, en fonction de votre installation, vous êtes peut-être déjà équipé en UHF, mais si vous ne l'êtes pas et que vous êtes équipé en QO100, il faudra penser à mettre à jour et à déclarer votre niveau de puissance PAR pour votre installation. C'est pas forcément évident, mais il faudrait y penser. L'exposition du champ électromagnétique est attendue aussi. Il y a une valeur maximale qui est applicable depuis le décret de 2002 pour tout utilisateur qui émet des fréquences, enfin des émissions radio. Dans le cadre de la bande dans la bande de satellite de montée de Giga 4, on est concerné par la limite de 61 volts par mètre. On verra tout à l'heure des exemples de distance qu'il faut de garde pour rester conforme à cette limite. Il s'agit de préserver, on va dire, les utilisateurs de l'exposition maximale. Il faut donc rester à distance, en dessous de ces 61 volts par mètre. Pour comment déterminer cette distance, à partir du moment où on a effectivement, on part du principe, alors il y a des fichiers, enfin il y a un beau tableau qui vous permettra de simuler, de calculer plus exactement quelque chose d'approchant pour les différentes fréquences que vous utilisez. Plus on monte en fréquence, plus on va avoir cette problématique, vu les puissances qu'on peut avoir en jeu en fonction du gain de l'antenne. On verra tout à l'heure ce que c'est que le gain de l'antenne. Évidemment, une parabole, on va dire peut-être là une parabole qui s'approche de 80 cm, va pouvoir nous amener quelque chose comme 24 dB. Si je génère un signal CW et que j'y injecte 1 watt, ma distance de garde doit être de 1,20 m ou 1,10 m plutôt, pour ne pas être exposé au-delà de 61 volts. D'accord ? C'est déjà très proche de la parabole. Vous pouvez donc facilement y être. Si j'émets avec 5 watts, il faudrait que je me prenne une distance de 2,5 m. Bien sûr, on parle du faisceau, il ne s'agit pas de ce qui est derrière la parabole, mais de ce qui est envoyé normalement en direction du satellite. D'accord ? Donc ça, je vous invite à faire attention à ces distances. Évidemment, si vous faites de la DATV sur une petite parabole et que vous avez besoin de 120 watts, il faut avoir en conscience que, évidemment, la puissance rayonnée est plus grande. La distance de garde de limite d'exposition est amenée à 12 mètres. Ça veut dire que personne ne devrait être dans cette zone à un moment où vous passez en émission. Ensuite, on va reparler maintenant un peu plus des fréquences d'usage du satellite. On monte en 2400, donc 2400 à 2430 ou 300 pour la partie SSB, et on descend donc 110 gigas. C'est le satellite qui émet sur cette fréquence. On monte bien en polarisation circulaire droite, ce qui a été dit tout à l'heure, évidemment. Et puis, on reçoit le signal en polarisation verticale. Je suppose que ça n'a pas été expliqué tout à l'heure, mais naturellement, c'est ce qu'on va voir. On ne fait pas de mode FM, pas de numérique, pas de DMR ou autre mode qui serait plus large que 2700 sur cette partie de transpondeur. Pas de full duplex, parce que vous devez surveiller votre signal. Le système Layla peut vous alerter si vous êtes au-dessus du signal et vous devriez être en capacité de l'entendre. Donc normalement, vous ne pouvez pas faire vous devriez être toujours à l'écoute de votre signal et pas faire de QSO, de full duplex avec une autre station qui serait à côté de vous. Vous devez écouter et surveiller votre signal. Ne pas donc diffuser de signaux trop forts au-delà de la limite de balise indiquée par les balises. Pas de transmission sous la balise CELUB et au-delà de PSK. Et même garder ces 5 kg de limite dont on a parlé en proximité des balises. C'est ce qui est indiqué là. Donc ici on a un exemple de signaux qui ont pu être enregistrés comme il peut y en avoir. On voit bien qu'ici on est au-delà de 2,7 kg à certains moments. Je pense qu'on est plutôt auprès de 5 kg. Alors est-ce que c'est une station italienne? C'était brin d'humour, mais évidemment ce n'est pas toujours que des Italiens qui ont des signaux très larges. On est là dans un cas de figure où vraisemblablement on pousse l'installation à des limites de fonctionnement qui génèrent un certain nombre de largesses, on va dire ça comme ça, sur la fréquence de montée et qui effectivement est retransmise par le satellite en descente. La bande est donc découpée en différentes zones.
Il y a deux limites hautes et basses qui sont celles des balises. Et au-delà de ces 5 kg, on n'a pas le droit de s'y trouver, donc il ne faudra évidemment pas y mettre dans cette zone-là. La SSB uniquement sur cette partie-là. Les modes mix, c'est-à-dire SSB et d'autres modes de 5 qui correspondent à du 2,7 kg. Ici, les modes digitaux inférieurs, je crois 500, si je ne me trompe pas. 500, non, c'est encore du 2,7. Non, c'est du 2,7. C'est en dessous qu'on a des bandes étroites digitaux, donc numériques, en dessous de 500 kHz, 500 Hz, pardon. Et ensuite, la C-double uniquement dans cette portion-là. Donc on voit bien qu'il y a de la place. Néanmoins, c'est comme toujours sur les bandes, on s'organise de façon à ce que les modes ne s'entrechoquent pas, on va dire, ou s'entremêlent pas. Maintenant, dans le principe globalement de ce que vous avez, on a vu les fréquences, effectivement, plusieurs modes de fonctionnement. On va parler du classique, analogique, on va dire. On a une descente du satellite en 10 gigas, on fait une réception 10 gigas et on a une conversion, ce qu'on appelle un down converter pour descendre sur une fréquence plus classique qu'on utilisera plus facilement en 2 mètres ou 70. Et inversement, pour la montée, on utilisera un convertisseur up converter, une amplification effectivement et une antenne qui est redirigée vers le satellite. Ça, c'est le schéma classique. Pour la réception, effectivement 10 gigas on a en classique, on va utiliser soit des cornets, soit une antenne comme celle-ci qui est en fait un patch dans lequel au milieu effectivement on va trouver une aiguille de réception qui permet de capturer le signal et de l'envoyer, enfin de l'amener jusqu'au down converter. Ici c'est donc des équipements doubles, hein. On a deux connecteurs, celui-là est à l'émission, celui-là permet de récupérer le signal 10 gigas. Le principe du down converter, c'est celui que vous trouvez dans le regretté équipement là, de G0, DG0VE. Même principe, on a un mélangeur, un oscillateur local, on fait une soustraction et on descend sur une fréquence qui est exploitée ensuite soit 2 mètres, soit 70 cm. Principe actuellement, enfin dernièrement, il y a l'AMSAT DL qui a sorti son down converter V3 qui est très riche, V3D, qui permet aussi d'injecter un oscillateur externe de 10 mégas de référence. Je ne sais pas s'il y en a. Et il est assez intéressant celui-là. Il a par contre un prix aussi un peu plus élevé que les standards qu'on peut trouver par ailleurs. Je voulais le mettre sur la présentation parce qu'il est effectivement assez intéressant. On va trouver des convertisseurs qui vont descendre comme celui-là, PCP, PE1CMO, qui fait de la belle production très propre également. Donc là, on a besoin de la référence 10 mégas, pardon, j'en parle tout à l'heure, de référence d'oscillation 10 mégas pour une stabilité importante attendue à la descente. On en a parlé tout à l'heure, enfin David en a parlé. Il s'agit d'éviter que les oscillateurs ne dérivent ou ne bougent en fonction de la température. On a ce down converter également de DX Patrol qui permet la même chose. Donc c'est de la documentation que vous trouverez, hein, tous ces documents, enfin tous ces slides, et vous retrouvez donc facilement des équipements. La différence c'est que là il est un peu plus riche, on peut sortir en 10 mètres ou 23 cm. En plus du 2 mètres et du 70. En fonction de votre équipement de station, vous pouvez donc utiliser par exemple une station décamétrique pour compléter celle-ci et faire de la réception avec un down converter. Le principe après la tête LNB, c'est ce qui a été précisé tout à l'heure, c'est simple. On utilise quelque chose qui peut coûter très peu cher. Hein. On trouve des têtes très 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 bon prix. Évitez de toute façon de la technologie DRO qui est absolument pas stable, elle fonctionnera uniquement, j'allais dire, pour exploiter les signaux DATV, qui sont effectivement des signaux beaucoup plus larges, mais il faut une technologie PLL. Hein. Vérifiez toujours que vous avez bien une tête LNB PLL, sinon vous aurez des surprises au niveau de la stabilité et du saut en fréquence que vous aurez sur la réception. C'est quasiment inexploitable. Donc en fonction de la polarisation ou l'alimentation, la tension d'alimentation, en choisissant d'alimenter par exemple en 13 volts, on va choisir de polariser en vertical.
ou en horizontal si on est au-dessus. À moins que ça soit l'inverse, je ne sais plus. V si c'est bien ça. Donc vertical en 13 volts, c'est ce qu'il nous faut pour la réception SSB. Ça tombe bien, nous on a tous des alimentations 13.8. Vous prenez votre alimentation avec le TBS présenté tout à l'heure et vous avez votre circuit vertical. Une des deux antennes qui est présente dans la source sera celle-ci utilisée. Et ensuite on a de nouveau un oscillateur. En fait il y en a deux et dans notre cas, encore une chance, on n'a pas besoin de monter un signal 22 kHz qui est de la façon de choisir l'autre oscillateur. On va utiliser tout simplement celui qui est là, 9.5, et donc on va retrouver un signal qui est autour de 740 mégas. Effectivement, voilà le schéma classique. On prend un récepteur, alors c'est un scanner par exemple, qui est capable de présenter, enfin de recevoir de 739. Le TBIAS qui permet de monter cette alimentation et on restitue l'audio en sortie, l'audio ou le signal de sortie. Ensuite, on a la version effectivement où le récepteur est un peu plus numérique et on le branche sur un ordinateur. On utilise un logiciel SDR, un matériel SDR, et on fait le même principe, le reste ne change pas. Le principe ici, c'est d'utiliser SDR console. On voit le principe, on a un waterfall, on a les signaux, on choisit ce qu'on veut écouter, sachant qu'on peut écouter plusieurs choses en parallèle, les diffuser sur différents canaux. Il y a un peu plus de documentation sur mon site internet pour mettre en œuvre ce logiciel qui est vraiment très complet, développé par un anglais, G4ELI, et qui est encore toujours en poursuite d'évolution et vraiment très riche. Un DX cluster positionne les indicatifs sur le waterfall, etc. Donc je vous invite vraiment à l'utiliser, à le découvrir, à l'utiliser. Ensuite, dernièrement, il y a eu des soucis de bruit de bande pour certaines stations. Curieusement, pas toutes, alors que ça a apparu en Angleterre, en Allemagne et chez moi aussi. Et c'est un bruit qui était resté, a priori, qui est reparti. Il semblerait qu'il puisse correspondre à une fin de vie d'un satellite. On ne sait pas trop. Il y a un certain nombre d'échanges qui ont eu lieu sur les réseaux et qui montrent que maintenant, il ne serait plus là. Ce que j'ai fait tout de même, c'est que pour faire disparaître tout ça, les technologies classiques, ceux qui connaissent de stub, c'est-à-dire de filtrage, avec une simple ligne coaxiale ouverte, permet de faire un filtre de réjection sur la bonne fréquence pour rejeter la fréquence qui génère les harmoniques sur la bande satellite. Donc un petit coaxial coupé au bon endroit et j'ai réussi à enlever ces perturbations puisque le signal n'était pas généré sur cette bande mais sur une autre bande et qu'elle faisait une perturbation de la bande amateur QO100. WebSDR, c'est évidemment possible. Là, on est dans le domaine de l'informatique, j'allais dire, même du grand public. Vous avez différentes ressources disponibles, dont le serveur local ici, F4KJI, qui fait effectivement la réception de QO100. Les modes sur QO100, tout ce qui peut rentrer dans les 2,7 kg ou 2,8 kg de transmission. Donc on a les SSBC double, on a de la RTTY, du PS431, du FT8, du ROS, ça ne vous parle pas tous, moi non plus. Je ne suis pas un utilisateur de tous ces modes, mais c'est très riche. On peut faire du fax, de la SSTV, du N-Schreiber, de la transmission d'images SSTV numériques. Ça, c'est des images retransmises par le satellite. Vous voyez qu'on est un peu loin de ce qui peut arriver des fois en SSTV analogique. C'est beaucoup plus, on va dire, qualitativement riche. C'est d'ailleurs des modes de transmission où il y a de la correction d'erreurs. Vous pouvez demander la correction de l'erreur quand vous avez des petits pixels comme celui-là qui manque là, etc. Donc ça, c'est intéressant d'expérimenter via QO100. Ça ouvre de nouveaux horizons pour les transmissions d'images. FreeDV qui est un moyen de transmettre aussi de la voix, mais sur un support numérisé. Donc c'est efficace pour des signaux a priori plus faibles. Si vous arrivez sur le satellite avec des niveaux pas trop forts, vous pourriez tout de même avoir une qualité d'audio qui est améliorée, qui reste numérique, par rapport à ce qu'elle pourrait être sur un signal SSB. Donc tout ce qui est en fait inférieur ou égal à 2,7 kg va pouvoir être transmis
via le satellite. Alors évidemment, de ce niveau-là, ce qui est important, c'est la stabilité de votre émission et de la réception si vous voulez décoder. Si vous n'êtes pas du tout, si vous n'êtes pas en phase de votre signal, si vous bougez en fréquence, ça ne risque de poser problème. Maintenant, on va peut-être passer à l'émission. L'émission 2 Go 4, c'est d'abord peut-être une solution, c'est de pointer une antenne donc directement en direction du satellite. 2 Go 4, ça veut dire un certain nombre de spires pour avoir quand même un minimum de gain. Là, on doit tourner autour de 16 dB, 16 tours, 7 dBi, plus ou moins. RHCP, donc il faut bien sûr tourner l'antenne dans le bon sens, sinon vous auriez un écart de niveau perdu d'avance. Si je ne me trompe pas, c'est 6 dB, ou voire plus. Mais toujours est-il qu'il faut faire attention bien sûr au sens de rotation de ces spires. L'angle de tir de ces antennes est forcément plus large, donc comme on le voit là, 16 dB, et ensuite c'est difficile d'avoir beaucoup plus, ou alors il faut être très patient et avoir beaucoup de cuivre. Le plus simple ensuite, c'est éventuellement d'utiliser ce type de paraboles qui sont des paraboles Wi-Fi, sont déjà assez grandes. On les trouve à des coûts 80 € à peu près. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous n'êtes pas du tout en polarisation circulaire, donc là vous perdez 3 dB de fait parce que vous êtes en polarisation linéaire. Donc, c'est pas forcément le meilleur des solutions, puisqu'on part déjà avec un peu de perte basique. Après, on peut s'amuser effectivement à faire des signaux avec des moyens très très légers, c'est-à-dire là un patch simplement WA5VJB qui proposait une dizaine de patchs qui émet des signaux de J4, même si c'est absolument pas directif, mais on disait que avec quelques watts, vous pourrez faire des QSOC doubles avec ça. Le satellite étant assez sensible, vos signaux n'ont pas besoin d'être très forts, vous pourrez apparaître sur la descente 10 Go du satellite. 12 dBi. Bon. Polarisation circulaire, maintenant c'est la patch. L'antenne patch, c'est un disque finalement qui est devant un autre disque réflecteur. Comme celle-là, ça c'est une antenne que vous avez vue avant sur une photo, je crois, ou qui va venir. Qui fait les deux bandes. La POTI également, c'est ce patch of the year, comme disait David. Cette antenne est un patch dans lequel en fait on a un guide d'onde qui permet ensuite de positionner un système de réception à l'arrière, qui en règle générale effectivement est un LNB que télévision PLL comme on a vu tout à l'heure. Effectivement, la position ici peut avoir son importance. Il faut que soit principalement l'antenne d'émission qui soit au foyer, au plus proche du foyer normal, enfin attendu en tout cas par le montage de la parabole, la parabole offset. Et après, ce guide d'onde doit permettre de récupérer un maximum de signal au niveau de la tête LNB. C'est un bon compromis. Maintenant, sur ces antennes POTI, vous avez un angle de tir de l'antenne qui est fixe. Cette antenne de 2 Go 4, elle est plutôt large à l'émission. Donc, elle ne convient pas forcément de façon optimale à la parabole de type offset qui sont ces paraboles télévision. Paraboles télévision qu'on peut tout à fait utiliser. Et bien sûr, l'ensemble va marcher, mais pourrait être encore optimisé. Alors, sur les paraboles, il y a deux choses qu'on peut faire. Une parabole d'émission, ça c'est les miennes. Parabole d'émission 1,20 m, une parabole de 80 au-dessus pour la réception. Ou alors, effectivement, on mixe sur une parabole, comme on l'a vu avant avec une POTI, une tête LNB, et puis le système de réception. Ici, il existe des gadgets, pas forcément, des systèmes qui sont imprimables pour ceux qui sont équipés d'imprimantes 3D pour en fait faire en sorte que le signal puisse être guidé, ou tout ce qui peut être signal à proximité de l'entrée puisse être guidé dans le tube et le guide d'onde. Alors une parabole, son rendement, son gain finalement, il est d'abord déterminé par une fonction
une fonction qui lie le diamètre à la longueur d'onde. Donc on voit bien qu'on est fonction de la fréquence. Plus on monte en fréquence, plus le gain sera élevé. Et ensuite, on peut jouer, nous, dans notre cas, que sur le diamètre. Un diamètre lui-même, évidemment, mis au carré. Donc plus j'ai de diamètre, plus j'ai de gain. Et pour doubler si je double le diamètre, on peut se souvenir de ça, ce qui est intéressant. Si je double le diamètre d'une parabole, je gagne 6 dB. Ça veut dire que j'ai un équivalent de puissance par 4, multiplié par 4. Donc on a intérêt de jouer avec ça pour finalement se retrouver avec des signaux qui sont confortables ou de bon niveau en fonction de la puissance d'entrée qu'on aura disponible. Et puis donc si on ajoute 12% à la surface ou au diamètre de la parabole, on a 1 dB de plus. C'est quelques grandeurs qui peuvent être intéressantes. L'angle d'ouverture d'une parabole à 3 dB, ça dépend de son diamètre. Vous utilisez une petite parabole de camping à 35 cm, vous vous trouvez avec un angle de 25 degrés. Ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de difficultés pour émettre dans la direction du satellite. En même temps, il faudra certainement plus de puissance HF pour vous faire entendre, alors que bien sûr, plus vous aurez un diamètre élevé, plus votre ouverture va être réduite, ce qui va compliquer forcément la réception, le pointage de la réception, de la réception et de l'émission, bien sûr. L'éclairement de la source, c'est un élément important, je vais en parler un peu. Si l'optimum, c'est d'être dans une situation du milieu. J'éclaire avec un angle d'ouverture de ma source qui correspond à l'optimisation de la surface maximale de ma parabole. Si je ne suis pas au foyer, si je suis trop près ou trop loin, même pour un même angle, je vais perdre de l'énergie ou être trop proche et donc l'émission en face ne sera plus focalisée. Donc il me faut être au foyer et avec un angle d'ouverture optimum pour ma parabole. C'est donc le lobe va être déterminé par le ratio entre la distance focale et le diamètre de la parabole, c'est-à-dire celle-là et le diamètre ici. Donc on voit bien ici qu'on est dans une situation où on a quelque chose d'optimisé, où en fait le but c'est d'éclairer à moins 10 dB le bord de la parabole et tout ce qui est là en bleu-vert va être en fait perdu, va partir derrière. Mais là on a une surface, tout ce qui est à l'intérieur va être une surface utilisée, la puissance va être utilisée pour être envoyée vers le satellite. Il y a un fichier qui est intéressant pour ceux qui ont une parabole offset et qui veulent déterminer finalement l'angle d'ouverture et surtout l'hélice qu'ils pourraient avoir à construire eux-mêmes. Je suis en train de regarder, effectivement je ne parle pas beaucoup de l'hélice dans mes slides, mais on va quand même en parler, c'est la finalité. L'hélice, c'est une antenne finalement hélicoïdale, donc tournée à gauche pour être effectivement polarisation droite à la montée vers le satellite, et dont la longueur va déterminer cet angle d'ouverture. Plus j'ai de rayons, plus j'ai de spires, et plus mon faisceau va être rétréci ou restreint. D'accord ? Donc en fonction du calcul de votre parabole f sur d, vous aurez à déterminer la longueur de votre source en hélice. Ces antennes sont finalement faciles à faire. Par contre, effectivement, il faut passer par une étape de mesure et de réglage in fine pour ne pas être surpris par les retours ou l'inadaptation. Principe de lobe converteur. Bon, c'est le même principe que dans le converteur, il y a un mélangeur, un oscillateur local, il y a effectivement des étages de filtrage qui sont nécessaires entre les étapes d'amplification qui peuvent faire partie, on va dire, de lobe converteur qu'on trouve dans le marché. Ici, on en a un, c'est celui de l'AMSAT-DL. Alors, il s'appelle V1, je ne sais pas en fait s'il n'y a pas un V2 qui existe, mais en tout cas, il permet de sortir 100 mW avec une entrée 70 cm, maximum 500 mW. Donc attention à ça aussi, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'envoyer plus que ce que peut recevoir l'équipement sous peine de détruire l'entrée ou le mélangeur. Sur ce schéma, on voit bien qu'il y a un atténuateur à l'entrée. Ça veut dire que de fait, on n'utilise pas les demi-watts, on en utilise moins. Et c'est souvent le cas, et en fonction de l'équipement, on a
plus ou moins de possibilités d'injecter de puissance, autrement dit de la dissiper, puisqu'il y a un atténuateur. Le filtrage et l'amplification pour arriver à monter jusqu'à 12 dB 100 mW ou plus de 12 dB puisqu'on est à 100 mW. L'upconverter d'Expatrol avait été présenté rapidement aussi tout à l'heure. Un équipement dont le prix est correct, on va dire. Dans sa version MK2, je conseille de vérifier que c'est bien cette version. Les premières versions n'étaient pas forcément très stables en fréquence. On a un 10 mégas embarqué. Et d'après ce que je vois, c'est qu'on a 3 connecteurs. Je pense qu'on est aussi capable d'injecter le 10 mégas externe. Donc on en reparle tout à l'heure. Ici, il y a un convertisseur BU500 dans lequel on va pouvoir injecter 10 mW, choisir en deux bandes et sortir un demi-watt 13 cm. Là aussi, il y a un 10 mégas embarqué ou externe, optionnel. Donc c'est toujours pareil, ça dépend de la stabilité de base du TCXO, du quartz qui est positionné là. On en parle tout à l'heure. Upconverter, encore un autre PE1CMO. Là, on peut rentrer un peu plus et sortir un peu plus. Il y a 20 watts de sortie. Donc ça, c'est typiquement un équipement qui est déjà tout prêt pour être utilisé directement. D'où son prix également, puisqu'il y a un amplificateur certainement supplémentaire sur cette platine. Et ensuite, j'allais dire, il y a la Rolls Cune électronique où en fait tout un système avec une logique aussi de protection sur les SWR élevé, température et autres. Et donc, on est sur un matériel un tout petit peu plus cher, mais plus complet également, et qui est capable de sortir 20 watts. Il y a un transverteur également ce qui veut dire qu'on est capable de recevoir du 2 Go 4. Alors on ne va pas l'utiliser dans ce cas-là, c'est un peu riche, mais qui correspond à peut-être un usage où on pourrait faire du 2 Go 4 sur d'autres bandes en sélectionnant la bande avec des jumpers. Ensuite, on a un équipement que beaucoup d'OM ont acheté. Il y a beaucoup de demandes, donc peut-être aussi du délai. On est sur un matériel qui vient de LZ5 HP 432 1370 13 cm, 5 watts et 2 watts de sortie. Pareil, c'est prêt pour être utilisé directement. À partir du moment où derrière, bien sûr, vous mettez une antenne. Up converter, down converter, là ça veut dire qu'on fait le mix des deux. Évidemment, ça veut dire que son tarif est un peu plus complet. Il y a deux parties. CPE1 et CMO qui propose ça. On sort en 20 watts et on rentre avec un LNB, a priori de ce que j'ai écrit. Maintenant, on va peut-être passer à la part. Là, je vous ai parlé de la partie analogique, plutôt standard pour beaucoup. Et ensuite, on peut compléter le schéma que je vous ai montré tout à l'heure avec un autre schéma à l'intérieur qui fait la même chose, mais cette fois-ci avec de la technologie numérique. Ce qu'on appelle, que je appelle numérique parce que quelque part, effectivement, on passe rapidement dans le domaine de l'informatique. Donc on a toujours les mêmes besoins, c'est de monter en 2 Go 4, descendre en 10 Go. La réception, on en a parlé, on peut faire ça avec une clé SDR. Et l'émission, effectivement, on va pouvoir aussi l'utiliser à faire avec un équipement SDR. Alors, les émetteurs SDR qui sont sur le marché, il y en a plusieurs, mais je n'ai retenu que 2 pour les mettre un peu en concurrence. En tout cas, vous les comparez plutôt, puisqu'en fait, on va dire quelque part, ils sont équivalents. Dans le Lime SDR, c'est un produit open source, qui est disponible dans 2 versions. Une version qui commence à 100 kg et finit à 3 Go 8, et une version à 10 mégas, 3.5, moins cher effectivement, et va donc permettre aussi bien l'émission que la réception en full duplex en simultané. Les niveaux de puissance, on en parle après. C'est bien sûr pas équivalent à un up converter qui a déjà de l'amplification qui sort 20 watts. SDR ensuite, deuxième modèle, Adam plutôt, qui est une plateforme de développement proposée sous forme de boîtier et qui est proposée par Analog Device, qui va de 70 à 6 Go. Alors sous modification, il y a une commande pour le passer à ces limites-là, et qui coûte, alors
chez certains à ce prix-là. Alors, les différences entre les deux modèles, effectivement, je pense que c'est intéressant d'en parler. Les deux sont full duplex, pas de souci, c'est-à-dire qu'ils ont une antenne réception et une antenne d'émission. Ici, donc, ils sont utilisables aussi bien dans les deux cas pour faire du trafic en narrowband, c'est-à-dire en SSB ou numérique, ou mode digital, on va dire, et que télévision. Ensuite, il y a une différence, effectivement, sur les caractéristiques de sortie. Le Lime SDR est capable de sortir à plus 10 dBm. Et de fait, c'est plutôt stable en fréquence. On peut l'utiliser sans avoir à injecter un oscillateur externe, etc. Donc ça, c'est prêt à l'usage, j'allais dire, à la sortie de la boîte. L'autre côté la donne plutôt au maxi de ce que j'ai pu mesurer, 2 dBm, ou plus 6, je l'ai mis en parenthèse, parce qu'il y a un mode de fonctionnement. Pour faire mes mesures, j'ai utilisé la SDR console qu'on a vu animer tout à l'heure. Et puis, effectivement, il y a un mode boost. Ça veut dire que logiciellement, on est capable de pousser de 4 dB le niveau de sortie. Et là, j'ai mis moins 20, c'est plus tout à fait vrai. C'était moins 20, je vous expliquerai après. Et donc, ça veut dire que sur les niveaux, il y en a un qui gagne, ok. Et ensuite, il y a surtout le fait qu'ici, la même plutôt sortie de la boîte que vous allez recevoir, vous ne pourrez pas l'utiliser pour faire de la SSB directement sans être, on va dire, rappelé par vos correspondants comme étant vous bougez beaucoup, vous bougez en fréquence, etc. C'est effectivement pas stable parce que sur la platine, il y a un quartz TCXO qui est seulement à 25 ppm. Ça veut dire qu'il a une stabilité en fréquence assez peu élevée. C'est-à-dire que là, effectivement, vous commencez un QSO et en fonction de la température et l'évolution de la température de votre platine, vous allez vous retrouver à migrer de fréquence et votre correspondant devra bouger son vernier ou toucher à sa souris pour vous retrouver. Donc, il va falloir modifier cette problématique-là en remplaçant le TCXO. L'avantage de cet équipement, ADAN plutôt, c'est qu'il est capable de communiquer en Ethernet, c'est-à-dire à distance. Donc vous allez pouvoir facilement le rapprocher de votre équipement d'émission et ne pas avoir à subir les pertes qui sont facilement, comme on en trouve facilement sur 2 Go 4 entre l'émetteur et la source ou la parabole. Alors que de l'autre côté, on est seulement sur de l'USB. Et donc on n'a pas possibilité de le déporter sauf à utiliser des câbles spécifiques USB actifs, puisque un câble USB au-delà de 3 mètres a quelques soucis. Et après, son désavantage, mais qui se règle assez facilement, c'est qu'il chauffe beaucoup, à la hauteur de ce qui est capable de faire, mais suffisamment pour qu'on puisse éventuellement avoir des soucis. Il faut préférer mettre des petits radiateurs sur certains composants et rajouter un ventilateur pour garder une ambiance, si on l'a dans une ambiance fermée, une ambiance qui ne monte pas en température. L'émetteur SDR, c'est un peu le schéma de tout à l'heure. On va émettre sur 2 Go 4 à partir de la fréquence qui est d'habitude de 10 Go, parce qu'on affiche du 10 Go, soustrait de 8 mégas 99 ou 98,5, je me demande même, je crois. Il y a 0,5 mégas qui sont de trop là. On va être sur 2 Go 4. Et ensuite, effectivement, le schéma habituel, c'est de mettre un filtre ici pour éviter de vous exposer à ce que j'expliquais tout à l'heure, savoir avoir des harmoniques au-delà de la bande utile et d'exposer à des problèmes de perturbation. Moi, j'utilise habituellement un petit préampli que vous avez vu tout à l'heure sur la présentation de David et un deuxième étage qui nous amène 35 dB, ce qui veut dire 3 watts, 3 watts et demi à la parabole. Alors bien sûr, ici, s'il y a de la longueur, vous avez de l'imperte coaxiale qui arrive rapidement. Il faudra faire attention à ça, choisir des câbles qui correspondent, qui aient des pertes limitées ou limitées, on va dire, sur ces fréquences, ou être au plus proche de la source pour optimiser et ne pas avoir trop de pertes. Voilà le schéma classique. Alors j'ai remis ici une petite comparaison des puissances entre le Lime SDR et la DAM Pluto. La DAM Pluto est en bleu, avec le mode boost ou sans le boost dans SDR console, et la DAM et le Lime SDR.
On voit que les courbes ne sont pas pareilles. C'est pas très grave, c'est à la fin finalement qu'on voit qu'il y a un peu plus de marge de fonctionnement sur le Lime. Ça se joue pas à grand chose, donc je dirais que moi globalement les deux sont équivalents. On arrive tout à fait à travailler avec l'un ou l'autre en fonction des avantages et inconvénients des deux. Il n'y a pas de préférence pour l'heure, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence tout de même sur la possibilité de mettre une liaison Ethernet et de le rapprocher l'un plutôt de sa source d'émission. Voilà une mise en œuvre par exemple d'un ADAM Pluto avec la petite platine de Analog Device CN0417, un ampli Wi-Fi chinois qui est capable de sortir les 3,5 watts, même si sur le carton on lit 8 watts, il ne faut pas les attendre. Et derrière, là, une charge fictive, mais évidemment, mais la parabole. Ici, on a un boîtier GPSDO, on en parle tout à l'heure. C'est une référence externe qui a été ajoutée. Je vous parlais tout à l'heure de modifier le TCXO pour avoir quelque chose de plus précis, pour ne pas avoir de dérive. Là, le choix a été de faire une modification du boîtier, ADAM Pluto, pour injecter 10 mégas depuis l'extérieur, un 10 mégas plutôt stable. Les préamplificateurs, on a parlé de celui-là, on l'a vu en photo. On en a d'autres d'origine chinoise avec 10 dB. On peut en cascader. Il faut pas en mettre plus que deux, puisqu'évidemment le troisième ne tient plus la route. Ensuite, il va être à un niveau trop élevé. L'avantage de celui-là, c'est qu'il intègre un filtre. Il est forcément... il est très bien fait et convient tout à fait pour être branché sur un ADAM Pluto, le filtre étant intégré. Ensuite, dans les amplificateurs, sur le marché, on trouve une Rolls ou parmi d'autres, qu'une électronique 10 watts. Le SG Labs a encore un travail, on voit le travail intéressant et de qualité du matériel hongrois. Ça sort 20 watts sous 28 volts, je crois. Donc il faut faire attention à ça. 10 watts peuvent suffire, je crois. Il fonctionne aussi à 13,8 et sortir à quelque chose comme 10 watts. Des amplis qu'on trouve pas forcément sur le marché, mais que certains ont pu construire en participant à des diffusions, à des listes ou des kits F6 BVA qui a fait ce design. Et ensuite, on a effectivement ces amplis chinois qu'on a vu tout à l'heure, qui sont très économiques, mais qui ne viennent pas être concurrents au niveau des puissances. Comme j'ai dit, les 8 watts, on les a que sur le papier et le carton. Ensuite, on a des projets qui existent et qui sont disponibles sur GitHub ou qui sont partagés en open source souvent. Là, on en a un de DJ0ABR, capable de sortir 6 watts. C'est un projet open source. Disons public, vous pouvez l'utiliser pour vous le construire. Ici un autre dans le même genre, qui est lui sur 3 étages. Il y a 3 étages d'amplification, le plus gros étant là. Il est capable de faire du 50 dB de gain, c'est assez intéressant. Par contre, effectivement, la problématique, c'est de trouver les composants, et surtout les bons, parce que sur le marché, et notamment le marché asiatique, vous êtes capable d'acheter des composants qui ont toute la forme, l'étiquetage et la datasheet qui correspondraient à ce que vous voulez, mais qui en réalité n'est pas du tout à la hauteur des espérances, puisque finalement ne sort pas du tout les gains espérés. Alors l'ampli Wi-Fi, les Wi-Fi chinois, effectivement, il y a un modèle qu'on a vu tout à l'heure, 3 watts et demi, et puis un petit modèle qui est 2 watts et demi. Les filtres, il en existe sur le marché, je vous passe ça rapidement. Il y en a qui ont des pertes assez importantes. Mais celui que j'ai retenu qui était pas très cher et honnête, c'était celui-là, même s'il y a des pertes. La stabilisation en fréquence, j'en ai parlé. Le quartz en lui-même ne peut pas suffire parce qu'il y a une précision de dérive qui est assez faible. Il faut passer à des sources TCXO pour éviter des signaux qui soient... Et donc la source GPSDO, c'est un oscillateur APLL qui exploite un signal GPS qui est capable de faire une oscillation beaucoup plus stable et qui va jusqu'à 10-12. Donc il existe sur le marché plusieurs sources, dont celle qui est au milieu qui est programmable, ce qui est intéressant, puisqu'on va pouvoir l'utiliser pour d'autres usages que simplement du 10 mégas.
On est capable, par exemple, de faire, si on est patient et méticuleux surtout, de changer un quartz qui est dans un LNB, de remonter un signal qui n'est pas de 25 mégas comme à l'origine, mais 25, quelque chose pour descendre la fréquence. On pourra le faire jusqu'à un certain niveau. Au lieu d'être à 700, on pourrait peut-être aller à 400. La dynamique sera moins bonne qu'au départ, hein. D'accord? Ensuite, en stabilisation, il y a d'autres solutions, c'est le logiciel, hein. Alors, il y a des logiciels SDR avec des modules complémentaires, enfin, le logiciel de Edouard F4EXB, qui travaille principalement, alors qui marche sous Windows et Linux, qui dispose d'une fonction Frequency Tracker, et effectivement SDR Console qui a été évoqué tout à l'heure, où on va positionner notre curseur sur la balise, et c'est le logiciel qui va caler exactement tout le temps pour que la balise soit 800 en haut de bande. Ensuite, effectivement, pour illustrer un peu ce qu'on arrive à faire, et c'est toute l'utilité et le but surtout de notre trafic, du trafic et de l'expérimentation, c'est de finalement aussi faire des DX, et on voit des SOTA, on voit des stations ici en Gambie. C'est un Belge qui avait emmené son équipement pour faire, alors vous voyez ici une petite plaque PCB avec une antenne 2 Go 4 devant une parabole, rien de plus. Et il arrivait très bien, je pense qu'il y avait un peu, je crois qu'il avait 20 watts. Ou alors, première que j'ai réussi à faire avec F4CWN, puis la Guyane française, 2,8 degrés d'élévation, grâce à une trouée ici sur un parcours de golf qui est tiré plein est. On a réussi à tirer au-dessus des arbres et peut-être un peu dedans parce que nous on subissait du QSB à la réception. Et donc on a réussi, on a eu la primeur d'être dans l'AMSAT Journal et sur la première page. Pour la partie des ATV, pour vous expliquer que globalement ce sont le même principe, on a par contre une réception en horizontale et on monte toujours en RHCP, donc pas besoin de changer d'antenne, votre parabole, vous avez besoin juste d'être sur la bonne fréquence. Je ne ferai pas de laïus sur les généralités amateurs. Le principe de l'ATV, le principe c'est d'avoir une image qui passe à travers, qui est déjà au départ numérique en règle générale, hein, puisque sinon il y a effectivement une conversion de numérisation. On passe par un encodage ou un codage plutôt de compression, et on a deux flux qui arrivent sur un multiplexeur qui mélange les deux et qui fait un flux de transport. Dans ce flux de transport, on va trouver différents types de paquets. Je ne vais pas m'étendre beaucoup, mais il y a deux données qui vont en ressortir, notamment le FEC plutôt. C'est ce fameux FEC qui nous permet en fait d'avoir, on va dire, plus ou moins de besoins en débit sur la liaison. Le principe de DVB-SK, c'est de faire une modulation à déplacement de phase. C'est sur 4 états. Alors après, on peut monter. Il nous faudra un peu plus de niveaux, plus de signaux. On pourrait faire du 8, du 16. Tout ça, c'est dans les normes. Mais le DVB-S2 est d'abord utilisé en modulation 4 phases. Alors, il existe des solutions tout logiciel qui permettent de faire de la réception des ATV. Donc avec la clé SDR qu'on a vue ou l'installation SDR et un logiciel qui est un logiciel Windows. Moi j'ai personnellement jamais réussi à le faire marcher, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Des fois je suis peut-être pas patient, mais je n'ai pas réussi à aller au bout. Donc on utilise le logiciel, on met VLC à côté, connecté au logiciel, et on est capable, ça doit marcher, à faire ce travail de réception. Deuxième solution, c'est le logiciel Longbird sur Linux qui est capable de faire la même chose, mais qui marche effectivement sous Linux. Ensuite, on va avoir la réception avec LinDVB, le F4DAV. J'ai jamais essayé, mais je l'ai positionné pour vous l'indiquer, à tester également. Et ensuite, il y a la fameuse platine. Effectivement, là, on sort du full logiciel, mais cette platine est quand même d'une grande efficacité. On a une réception qui est possible entre 2 mètres et 2 giga 4, et enfin de 144 et 2450 mégas, et puis elle est bien éprouvée et très efficace. Le principe, c'est un panneau sous Windows. On a installé un certain nombre de petits utilitaires avant, et on est en capacité d'avoir la réception, mais aussi d'autres indicateurs comme le niveau de signal et bien sûr la définition de certain nombre de paramètres qui correspondent à la transmission faite par l'émetteur. Le logiciel qui est là, c'est aussi un développement amateur, F6DZP,
qu'il l'a produit, et sa dernière version, enfin cette version, elle est prévue vraiment adaptée pour l'utilisateur QO100. Par défaut, la balise de réception de l'émission QO100 est positionnée. Donc dès lors que vous avez branché tout ce qui va bien qu'on a vu tout à l'heure, vous avez l'installé le logiciel, vous êtes en capacité de voir la balise qui tourne 24 heures sur 24 depuis, qui descend avec une émission continue. L'émission SDR, c'est un peu pareil que la partie SSB finalement. La grande différence, c'est effectivement que à la place d'avoir simplement, on va dire, un SDR console avec un microphone branché, on va avoir rajouté une caméra par exemple. Et là, c'est un exemple où j'utilise OBS Studio. Il y a différentes façons d'avoir des sources vidéo. Ici, en l'occurrence, j'utilise un logiciel gratuit, open source, qui permet de faire des choses intéressantes en termes de construction de données, enfin de l'information, de l'image, du son, du mixage. C'est une plateforme, enfin pour moi, j'allais dire, une plateforme quasiment professionnelle. Quasiment professionnelle. Effectivement, ce qui change, ça va être la puissance nécessaire pour monter ce satellite. Là, on n'est plus en train de parler de 2,7 kg, on est en train de parler de quelques centaines de kilos, voire de mégahertz. Et qu'est-ce qu'on doit avoir comme puissance? Effectivement, le BATC a proposé ce tableau pour on va dire une parabole de 1,20 m, pour une petite émission, 25 watts. Quand je dis petite, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que là, on serait à 250 kg symbole, je crois. Mais tout de même, on est quand même déjà sur des puissances un peu plus hautes. Moi, je sais que sur mon installation, j'aurais un peu de mal à monter avec ça. C'est peut-être un peu juste, mais c'est peut-être aussi mon installation. Donc on est bien sûr, plus on utilise de bandes, plus on a besoin de puissance, on le voit bien, et c'est arithmétique, hein. Donc là, si je passe à 1 méga, je fais x2. Et si, bien sûr, là c'est le ratio qu'on a vu avant de gain. Si je passe à une parabole qui a X% de plus de surface, j'aurai une puissance nécessaire inférieure de facteur qui correspond. Donc on a la latitude pour monter à ces fréquences. Par contre, 8 MHz, ça ne sera pas possible puisque vous avez 2 mégas utilisés déjà et donc c'est pas possible. On ne peut pas utiliser 8. Par contre, on peut aller j'ai vu une émission complémentaire complète sur le QO100. J'ai pas fait la capture, mais où il y avait la balise et puis le reste de toute la bande utilisée pour faire la transmission de la TV. Bon, je pense qu'en fait, dans une partie de la journée, vous pouvez vous le permettre. Évidemment, il faut être équipé. Et il y a surtout des heures où il n'y a pas d'utilisateur qui soit présent. Et donc, c'est le même principe qu'en SSB. On utilise une fréquence libre quand on émet. Pardon ? 2 mégas maximum. Ouais. Bon, il y a des expérimentations qui se font. Mais toujours est-il que 2 mégas, c'est une image magnifique. Je sais qu'on voit actuellement la balise. Et c'est bien suffisant pour faire de belles choses. Donc j'ai remis ici un slide qui permet de voir quelques puissances de référence utilisées par les OM, enfin de référence en tout cas, qui ont été tracées à un moment donné. Alors il y a plusieurs logiciels qui permettent de faire de l'émission. ExpressDA TV qui tourne sous Windows et Linux. On choisit l'une ou l'autre des plateformes. On injecte une source vidéo et on va donner la fréquence, on va donner le débit, le FEC en question dont je parlais tout à l'heure, et on va pouvoir émettre. Bien sûr, tout ça, si vous ne le maîtrisez pas, vous pouvez les faire et les tester sur des fréquences qui sont locales, 437 mégas par exemple, pour vous habituer à l'usage et surtout vérifier que votre émission puisse être décodée. Pulsedown, c'est une autre plateforme développée par le BATC qui est sous Linux, donc un Raspberry Pi 3. Va permettre de faire pareil. On choisit sa source, on choisit sa fréquence, le SR, la largeur et le FEC, et ensuite on transmet le flux ou la vidéo, la caméra qu'on a branchée sur le Raspberry Pi. Logiciel de AM, F5OEO Evarist, c'est un fabuleux logiciel qui a été développé donc par Evarist et qui prend place à la place du firmware d'origine de l'âme Pluto. Et alors c'est assez magique parce que il suffit, entre guillemets, d'adresser l'adresse IP de cette machine, de cette ALAM plutôt, lui donner la fréquence, le mode de transmission des VBS2, QPSK je vous en ai parlé, le SR 333 par exemple, le FEC que l'on veut, 2, 3,
le gain, donc là ça veut dire qu'on est au gain maximum 0 dB, un indicatif, et vous êtes prêt en fait à transmettre un flux que vous envoyez depuis votre ordinateur sur la dame Pluto qui va passer en émission. Donc ça, c'est un développement qui est tout récent. Le dernier est encore tout frais de décembre et on ramène maintenant des possibilités encore plus nombreuses et un analyseur de flux, c'est-à-dire qu'on voit si on utilise correctement les proportions d'informations qu'il faut et si on n'a pas notamment beaucoup de paquets nuls, ça veut dire qu'on a la capacité de mettre de l'information utile en plus. Et donc à ce moment-là, il faut effectivement régler un paramètre pour arriver à optimiser ça. Et aussi en plus, un émetteur SSB, un émetteur SSTV, un émetteur FreeDV qui sont intégrés dans le firmware. SSTV, j'ai pas réussi à le mettre en marche, FreeDV fonctionne. Et un générateur de dessin sur Waterfall, bon, accessoire et pas forcément très utile. Ensuite, on a le logiciel qui sont des logiciels plus techniques, on va dire, puisqu'il faut passer une ligne de commande, mais tout à fait efficace. Et notamment celui-ci, DVB SDR, qui est associé, qui lance en fait le même principe, un flux vers la sortie d'émission du Lime SDR. Les sources d'images, j'en ai situé tout à l'heure. OBS, c'est celui que je préfère parce qu'on est capable de faire du contenu, positionner du texte défilant, plein de choses, passer d'une image à l'autre. Donc en fait, c'est comme un mini studio. Vous passez vos flux en temps réel. Et ensuite, il y a d'autres solutions pour envoyer des flux. Vous pouvez tout à fait ici générer un flux 264 ou 265. Là, l'encodeur, un des encodeurs, le 265 étant bien plus efficace. Et à partir d'informations qui viennent en fait de votre ordinateur directement câblé en HDMI. Comme si c'était un vidéoprojecteur, vous branchez votre ordinateur et vous transmettez ce qui est diffusé par votre ordinateur sur un flux 264 ou 265. Derrière, vous avez la dame Pluto, bien sûr, qui fait le travail ensuite de transmission HF, TI, qui passe en émission la DATV. Alors, ce qui est important de retenir simplement des RTV, c'est qu'il faut pas avoir, il faut avoir un signal qui ressemble à ça et pas ce qui est à droite, qui en fait montre en fait rapidement des non-linéarités. Quand ils sont poussés sur vos équipements, vous êtes en émission en limite de fonctionnement des points de compression de votre amplification, de votre ligne d'amplification. Vous allez amener donc une perturbation sur le band. Au lieu d'être calé dans un canal qui est réduit, enfin prévu pour votre bande, vous allez commencer à empiéter, à monter le niveau de bruit sur le satellite ou le transpondeur. Et ça, c'est à éviter. Ça s'évite comment ? Effectivement, en évitant de pousser l'ensemble des équipements aux zones, les amplifications surtout, en zone non linéaire. Alors effectivement, on a parlé d'amplification, comment faire pour avoir les amplis complémentaires. C'est supplémentaire, j'allais dire, pour faire de la DATV. C'est les choses les moins évidentes aujourd'hui. Il y a différentes sources, c'est surtout pour ceux, j'allais dire, qui ont peut-être l'opportunité de bricoler un petit peu ou se rapprocher des radioclubs avec des gens qui savent faire. Mais il y a des équipements qui sont issus des réseaux UMTS ou qui utilisaient ces fréquences ou pas loin, qui sont des fois modifiables ou compatibles, comme ce qu'on entend, enfin on lit Spectrian, il y en a d'autres. C'est des modules qui sont pas trop chers, on va dire. On en trouve effectivement principalement dans les brocantes, peut-être pas, j'ai même pas eu le temps de faire le tour, peut-être qu'il y en a ici, ou à CJ qui est notre rendez-vous des spécialistes hyperfréquences. Bien sûr, QO100 fait un appel de besoin qui fait que le marché n'est pas évident et notamment dans l'occasion. Après, j'en ai mis qu'un parce que je le connais, c'est une acquisition que j'ai faite chez lui, DK2FD, il y a d'autres matériels, c'est du commercial, c'est pas donné du tout. Et en plus, effectivement, le marché est entendu, les prix ont une tendance à la montée. Voilà pour cet aspect-là. Je finis dans la minute en vous remerciant pour la présentation et la possibilité de vous présenter ce support et ces explications. J'ai un site internet sur lequel il y a 3 tutos qui peuvent être utilisés et vous être utiles. La partie réception, étape par étape pour expliquer comment faire avec SDR Console. La partie transmission, où là c'est la même chose avec SDR Console et
la MSDR ou un ADAM plutôt. Et ensuite, un dernier point, c'est comment en fait piloter un up converteur analogique pour faire en sorte que vous puissiez simplement cliquer sur le waterfall en réception et être effectivement en émission sur la bonne fréquence du côté de votre poste VHF ou UHF qui pilote votre up converteur. Voilà. Si vous avez des questions, j'ai 1 minute à vous consacrer. RGSA, Daniel, Oui. Est-ce que vous avez laissé du matériel à Kourou? Alors du matériel à Kourou, oui, uniquement la parabole. La parabole, je n'allais pas l'emmener, je l'ai achetée sur place. Et elle est restée au Radio Club. Et le matériel, non, il est revenu avec nous, mais on emmènera volontiers, je pense, une prochaine fois qu'on retourne là-bas en octobre prochain. Et peut-être d'ici là, il y a peut-être un autre opérateur qui aura construit sa station et qui sera QRV. Merci. Merci. Donc là, vous pouvez, il y a un petit QR code, ceux qui ont un smartphone pourront directement le scanner et récupérer la présentation que je viens de présenter. Je vous remercie.